Merci, bon webinaire. Merci aux panélistes et bon courage, François. Merci beaucoup, Maëlie. Alors, à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle François Fournier. Je suis chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. Je coordonne la réalisation du Bulletin de l'égalité des chances en éducation, qui est un collectif de 5 chercheurs et chercheuses et dont le dernier numéro, publié récemment, est consacré à la dimension régionale des disparités et inégalités scolaires au Québec, de la petite enfance jusqu'à l'université. En éducation, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, on nous présente le plus souvent des données nationales et moins souvent des données régionales, ce qui crée des angles morts sur des problématiques territoriales pourtant bien réelles. Aujourd'hui, on tente de combler cette lacune. Nos panélistes sont au nombre de 4. Michael Gaudreault, membre du comité adviseur du bulletin, Xavier Saint-Denis, membre de l'équipe de rédaction du bulletin, et puis Annabelle Césaro et Catherine Gauthier, qui ont chacune une expertise sur la réussite éducative et scolaire dans leurs régions respectives, à savoir Chaudière-Appalaches et les Laurentides. Je vais vous présenter d'ailleurs nos panélistes avec plus de détails au fur et à mesure de leurs prestations. Alors, le webinaire est d'une durée de 90 minutes avec 50 minutes de présentation et 40 minutes d'échange autour de questions, y compris de questions que vous nous ferez parvenir dans le chat. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier panéliste, Michael Gaudreault. Michael est enseignant-chercheur en statistique à ECOB depuis une quinzaine d'années. ECOB, c'est le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population. Ses travaux de recherche portent, entre autres, sur les parcours scolaires, l'accès aux études collégiales et les transitions, la conciliation études-travail, la réussite des populations étudiantes vulnérables. Alors, depuis plusieurs années, il est responsable du développement de Regard 360, qui est une plateforme de visualisation de données à l'échelle des territoires québécois. Alors, Michael va nous entretenir des disparités de parcours au primaire et au secondaire dans une perspective régionale, mais aussi en amont avec quelques données sur la petite enfance et l'éducation préscolaire. Alors, à vous la parole, Michael. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Alors, oui, je vais vous entretenir des disparités des parcours. En tant qu'enseignant-chercheur, je m'intéresse à ces disparités-là. Je les cartographie depuis plusieurs années. Et là, ben, j'ai une belle occasion là, je suis replongé dans le bulletin pour aller chercher des éléments importants. Donc, je ne peux pas vous présenter l'ensemble de ce qui est dans le bulletin. Le bulletin est quand même volumineux, mais j'ai choisi quelques éléments. Donc, à la prochaine, je vais vous parler un petit peu de la petite enfance, ensuite l'éducation préscolaire. On va plonger ensuite dans l'enseignement primaire pour terminer avec l'enseignement secondaire. À la prochaine diapositive. Quand on regarde l'âge de début de la fréquentation d'un service de garde en fonction de la région, ce qu'on observe, c'est déjà pour l'entrée dans les milieux de garde, on voit de grandes disparités. Donc, par exemple, si on regarde en haut de la figure, dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a près de plus de 50% des jeunes qui font leur entrée dans un service de garde avant 1 an, donc dans l'intervalle 0-11 mois, tandis que dans d'autres régions, comme Montréal, Laval, ben, on est autour de 30-35%. Donc là, il y a des enjeux assez importants, il y a des disparités très importantes. Et ce qui est intéressant d'observer dès maintenant, c'est que Laval, Montréal, c'est des régions qui sont centrales, qui sont collées. Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches aussi. Donc, on voit déjà des patterns, on voit déjà des similarités entre régions qui se ressemblent ou qui sont proches géographiquement. À la suivante. On a aussi des informations sur les retards à l'entrée à la maternelle. Donc, la proportion d'enfants qui sont vulnérables à l'entrée à la maternelle, c'est des données qui sont produites dans le cadre de l'EQSGS, donc l'enquête québécoise sur la santé des jeunes c'est l'ECDEM, pardon. Je suis en train de mélanger deux enquêtes. L'entrée à la maternelle. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a la proportion de jeunes qui sont dits vulnérables dans un des 5 domaines du développement. Quand on est en plus, c'est qu'on a une proportion plus élevée que la moyenne québécoise. Et quand on est en moins, c'est une situation qui est favorable parce que la proportion de jeunes, elle est plus faible. Et ce qu'on observe encore là, c'est qu'il y a des régions où est-ce que systématiquement, sur tous les enjeux, on est
on a des valeurs plus faibles. Par exemple, Capitale-Nationale, c'est-à-dire Appalaches. Encore là, 2 régions qui sont collées. Et quand on regarde l'autre bout du spectre, il y a des régions qui sont en problématique, parfois sur 2, parfois sur 3, parfois sur l'ensemble des dimensions, comme c'est le cas avec l'Outaouais ou Laval, où est-ce qu'on a une proportion de jeunes vulnérables plus élevée sur chacun des aspects. Donc, encore là, des disparités relativement importantes d'une région à l'autre. À la suivante, le parcours primaire. Donc, on a peu d'informations sur les parcours primaires. Par contre, dans Regard 360, on a travaillé avec le ministère à développer de nouveaux indicateurs sur justement l'entrée au 3e cycle. Donc, ça veut dire arriver en 5e année du primaire sans avoir redoublé. Donc, quand on dit qu'on a un retard scolaire à l'entrée du 3e cycle, c'est qu'il y a un retard. On arrive plus âgé que ce qu'on aurait dû si on avait eu un parcours linéaire. Et encore là, l'Observatoire, le bulletin nous montre que les élèves qui fréquentent le réseau public et le réseau privé ont des trajectoires différentes. Ceux qui sont au privé, pour la plus récente donnée disponible, seulement 4% vont arriver en 5e année du primaire avec un retard scolaire, et c'est 2 fois plus élevé au réseau public. Et quand on regarde à droite les disparités régionales, encore là, on passe de 16% en Côte-Nord à 3,6, 5,3 à Montréal-Laval. Et ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est pas seulement parce qu'il y a plus d'élèves en difficulté, par exemple, en Côte-Nord, mais ça peut aussi témoigner de moyens différents d'accompagner nos jeunes ou de politiques différentes dans les écoles des territoires de Lavallois et Montréalais qui font peut-être moins redoubler leurs jeunes, donc qui ont peut-être des pratiques différentes. Donc, les disparités, ce n'est pas seulement en termes de parcours, mais c'est aussi en termes de politique interne à ces régions-là qui peuvent donner des résultats assez différents. Puis on le voit, c'est très nuancé, là, de 16 à 3,6. On est dans des grands extrêmes. À la suivante, on regarde la part du privé. Donc là, ici, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à regarder seulement la dernière colonne. C'est la part des élèves du secondaire qui sont dans une école privée. Montréal-Laval, 34%, 21%. Donc, il y a beaucoup de jeunes de ces régions-là qui vont aller vers le privé, surtout au secondaire. Au primaire, c'est un peu moins fréquent. Mais si on va dans les régions du bas, donc les régions mixtes ou éloignées, on tourne autour de 5-10%, voire 0. Donc, parfois, dans certaines régions, il n'y a aucune offre d'école privée au secondaire. Donc, encore là, l'offre est très différente d'une région à l'autre. À la suivante. On va observer le taux de diplomation au secondaire. Donc, diplomation après 7 ans au secondaire, c'est l'indicateur phare, c'est l'indicateur avec lequel on travaille normalement le plus souvent. Je suis allé sur Regard 360 chercher quelques informations. Sur la carte de droite, ce qu'on observe, c'est que les territoires avec des taux de diplomation plus faibles sont dans les extrêmes. Donc, nord du Québec, complètement à l'ouest, complètement à l'est, on a vraiment des enjeux plus importants. On a aussi dans le bas l'Estrie qui a une teinte un peu plus pâle. Donc, il y a des enjeux, il y a des patterns, il y a des patrons territoriaux très importants en termes de diplomation. Encore là, si on observe nos taux de diplomation, Laval qui est complètement, qui se démarque un peu du peloton à 87,7, l'Abitibi, la Côte-Nord, le nord du Québec avec des valeurs assez différentes des autres régions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des phénomènes qui sont en mouvance. Si je recule de 15 ans, j'ai les Laurentides, qui est présentement la 5e région. J'ai l'Outaouais, qui est présentement peut-être la 12 ou 13e région. Et j'ai la Côte-Nord, qui est l'avant-dernière région, avec des taux de diplomation égales, exactement les mêmes. Donc, ces 3 régions-là qui sont parties du même point il y a 15 ans, quand on les observe aujourd'hui, ils ont pris des tangentes très différentes. Donc, vous dire que chacun des phénomènes qu'on observe, c'est des phénomènes qui sont en mouvance et le portrait qu'on observe, c'est important de regarder aussi de comment il évolue dans le temps, ce que fait très bien le bulletin, justement. À la suivante. Si on regarde les distinctions entre le public et le privé, il y a des distinctions importantes. Donc, tantôt, je vous ai dit, ce n'est pas toutes les régions dans lesquelles il y a du privé, mais si on regarde en termes de diplomation, il y a des distinctions importantes et aussi en termes de statut d'immigration. Donc, nos étudiants qui sont immigrants
de première génération, de façon générale, ont des parcours scolaires plus difficiles que, par exemple, nos immigrants de deuxième génération pour qui les parcours sont plus faciles. Même ce qu'on observe, la troisième courbe ici, c'est nos étudiants d'immigrants de deuxième génération du réseau public qui surpassent même le privé pour les immigrants de première génération. Donc, les générations, les réseaux vont avoir une certaine influence, mais disparité encore là importante, les tendances qui sont aussi à la hausse sur la plupart de ces données-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour ces parcours-là. Je termine avec deux informations. Premièrement, l'accès à la suivante, si c'est correct. L'accès à la formation générale des adultes. On voit que les jeunes qui proviennent du privé à gauche, seulement 6% vont aller en formation générale des adultes, tandis que ceux du réseau public vont fréquenter davantage cette voie-là qui est post-secondaire. Donc, après le secteur jeune, il y en a plusieurs qui vont se diriger immédiatement après leurs études, donc pour aller compléter des préalables, aller chercher leur DES, vont aller en formation générale des adultes. Garçons-filles aussi, des disparités importantes. Mais c'est surtout quand on regarde d'un point de vue régional. Donc, on a 38% en Abitibi-Témiscamingue contre 10-11% pour Montréal-Laval. Donc, les parcours qui suivent le secteur jeune vont être très différenciés selon la région et selon le secteur public-privé, puis même selon le sexe. Donc, des disparités importantes de parcours, surtout une fois terminé le secteur jeune au secondaire. À la dernière, on voit aussi des disparités très importantes. Non, pardon. La dernière, avant-dernière, la dernière avec des chiffres. Sur la formation professionnelle. C'est pas moi qui ai le contrôle. Dans ce temps-là, ça peut arriver. Donc, la formation professionnelle, nos jeunes du privé vont beaucoup moins en formation professionnelle que les jeunes qui ont fréquenté une école publique au secondaire. 6% contre 15%. Hommes-femmes, très, très différents. Les garçons vont beaucoup plus en formation professionnelle. Et d'un point de vue régional, on passe de 5 à 25%, 5 fois plus. Et même quand on fait une analyse plus micro, quand on va à l'échelle même des MRC, bien, ce 25%-là peut se transformer en 32, 33%, même 40% dans certaines MRC. Donc, la proportion de jeunes qui vont vers la formation professionnelle dépend beaucoup du territoire qu'ils fréquentent, donc de grandes disparités au Québec. On l'illustre très, très bien ici. Les régions plus urbaines versus les régions plus éloignées, plus dédiées souvent aux ressources, qu'on va dire des régions ressources, vont avoir des taux de personnes, de jeunes, d'élèves qui vont aller vers la formation professionnelle beaucoup plus élevés. En conclusion, pour ma petite partie, il y a des inégalités qui sont présentes dès la petite enfance. On l'a bien vu d'un point de vue régional, mais d'un point de vue aussi... là, on était surtout régional dans cette étude-là. Les inégalités sont importantes entre le public et le privé, selon le sexe aussi. Donc, les parcours scolaires diffèrent énormément en fonction du réseau qu'on va fréquenter, mais aussi de nos caractéristiques propres. Là, ici, on avait le sexe. Les disparités régionales, je pense qu'on a été en mesure de les identifier, de les faire valoir rapidement, même avec ce petit survol-là. C'est sûr que les disparités sont liées à différents facteurs qui sont présents dans ces territoires-là. On peut penser à de la défavorisation, des territoires qui accueillent davantage d'immigrants. Ça n'aura pas les mêmes effets sur les trajectoires scolaires et l'évolution. Donc, c'est des phénomènes qui sont en évolution. Donc, c'est important d'avoir des mesures récurrentes pour aller voir comment ces phénomènes-là évoluent et essayer de mieux les comprendre pour mieux intervenir. Merci beaucoup, Michael. C'était tout un défi pour toi de couvrir en 10 minutes autant de terrain, autant de cycles. Pour les gens pour qui ça a été un peu trop vite, je les invite à regarder le PowerPoint qui va être disponible là, avec l'enregistrement. C'est très dense, mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu parce qu'on n'a pas une demi-journée, donc on compresse le plus qu'on peut. Je passerai maintenant à notre deuxième panéliste, qui est Xavier Saint-Denis. Xavier est professeur agrégé en études des populations
à l'INRS, l'Institut national donc, de recherche scientifique, et directeur du groupe d'études en statistique sociale. Ses recherches portent sur la mobilité sociale, les inégalités économiques, les trajectoires professionnelles et éducatives, la famille et les statistiques sociales. Ses travaux récents portent sur l'influence de l'origine sociale sur l'éducation et le revenu à l'intersection du genre et d'autres caractéristiques sociodémographiques, mais il travaille aussi sur l'instabilité professionnelle, notamment chez les populations immigrantes. Alors que Michael nous a entretenu du primaire et du secondaire, Xavier va nous parler de l'accès aux études postsecondaires et en particulier de l'accès au collégial. Est-ce que la poursuite des études postsecondaires dépend de la région de résidence et est-ce que d'autres facteurs sont aussi en cause? Alors, à vous, Xavier. Merci beaucoup, François, pour ton introduction. Donc, on connaît la première diapo avec des chiffres, donc la prochaine. Oui, parfait. Donc, les résultats que je présente aujourd'hui, qui font partie de la 3e édition du bulletin L'égalité des chances en éducation de l'Observatoire, visaient à un peu prolonger ou enrichir les résultats qu'on avait produits lors de la dernière édition, la 2e, où on avait montré, à l'aide d'indicateurs inédits qu'on a construits nous-mêmes au sein de l'équipe de recherche associée au bulletin, des indicateurs qui montraient un lien très fort qui persiste encore aujourd'hui entre l'origine sociale et la probabilité d'accéder à des programmes d'études collégiales et universitaires. Et donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, pour des personnes qui étaient, un ordre de grandeur, pour des personnes qui étaient nées en 1992, donc qui ont fini par accéder au collégial, avoir l'âge d'accéder au collégial autour de 2009-2010, on trouvait qu'il y en avait environ 47% parmi ceux qui venaient des familles les moins favorisées qui accédaient au collégial, alors que c'était le double pour les familles les plus favorisées. Et ces écarts-là ont persisté jusqu'à la cohorte la plus récente qu'on avait, qui était la cohorte des personnes qui sont nées en 2000, où on voyait un écart qui s'était très légèrement menuisé, mais qui semblait persister dans le temps. Donc, des inégalités d'accès au Québec pour l'accès au collégial qui sont assez importants entre les jeunes plus ou moins favorisés et qui persistent dans le temps. Quand on a publié ces résultats-là, on a eu beaucoup de questions sur comment est-ce que ces dynamiques-là peuvent varier, non seulement à travers le temps, mais à travers les régions, étant donné que certaines régions, comme par exemple la grande région de Montréal ou de Québec ou Sherbrooke, etc., ont des campus universitaires, ont des campus collégiaux, alors que d'autres régions, pour les jeunes qui ont grandi dans d'autres régions, on n'a pas de campus, on n'a pas de cégep à proximité, donc il peut y avoir un obstacle qui est à la fois lié aux ressources de la famille, ressources économiques, par exemple, de la famille, mais aussi à l'éloignement par rapport au cégep et aux universités. Et donc, c'est pourquoi, dans cette édition-ci du bulletin, on a présenté des données qui croisaient l'information sur l'origine sociale des jeunes, c'est-à-dire s'ils ont grandi dans une famille plus ou moins favorisée, avec le genre et la caractéristique des régions au sein desquelles les jeunes ont grandi. Et c'est ce qu'on voit ici dans le premier graphique qui présente vraiment les tendances les plus importantes qu'on a mis en lumière dans le cadre du bulletin. Donc, ce qu'on voit ici, quand on voit secondaire ou moins et baccalauréat ou plus, il s'agit du niveau d'éducation des parents. Et donc, du côté gauche, c'est ce qu'on considère dans le cadre du bulletin les familles moins favorisées, c'est-à-dire des familles où aucun des deux parents avait un diplôme d'études postsecondaires. Alors que du côté droit, quand on parle de baccalauréat et plus, ce sont des jeunes qui ont grandi dans des familles dont au moins un des deux parents avait un baccalauréat ou une maîtrise ou un autre diplôme de ce genre-là. Et donc, on distingue entre les hommes et les femmes en fonction de la couleur. Et ensuite, on distingue les jeunes en fonction de s'ils ont grandi dans la région métropolitaine de Montréal, donc RMR, c'est région métropolitaine de recensement, de Québec, une autre des grandes régions métropolitaines du Québec, donc Gatineau, par exemple, ou Sherbrooke, et des agglomérations de recensement, les AR, c'est-à-dire des plus petits centres urbains. Et on compare, en fait, les jeunes qui ont grandi dans ces différents types de régions plus urbanisées-là aux jeunes qui ont grandi en milieu rural. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve pour répondre à cette grande question-là qu'on avait à propos des variations régionales dans les inégalités d'accès? Mais d'abord, le résultat principal, c'est que ce sont les jeunes qui proviennent des familles les moins favorisées et qui ont grandi en milieu rural, qui ont les taux d'accès les plus faibles. Pour les jeunes hommes qui ont grandi en milieu rural dans des familles défavorisées, on parle de 23% de taux d'accès au collégial, alors que c'est 46% pour les jeunes femmes qui ont grandi dans des familles défavorisées en milieu rural.
Et donc, la comparaison qu'on peut faire ici, c'est de se dire, oui, on peut voir, on peut comparer les jeunes qui viennent de familles défavorisées à des jeunes qui viennent de familles plus favorisées. Et donc, les jeunes qui ont grandi, par exemple, en milieu rural, mais dans des familles dont au moins un des parents avait un baccalauréat. Et dans ce cas-là, on voit des grandes inégalités d'accès. Donc, on parle, par exemple, de taux d'accès pour les jeunes qui viennent de familles plus favorisées en milieu rural de 70% pour les hommes, 85% pour les femmes, donc des immenses écarts. Mais on peut aussi comparer les jeunes qui ont grandi dans des familles défavorisées en région avec les jeunes qui ont grandi dans des familles défavorisées en milieu urbain. Donc, des milieux où il y a plus d'offres collégiales, il y a plus de proximité à un cégep, puis ensuite à une université éventuellement pour ceux et celles qui vont choisir des programmes préuniversitaires. Donc, en particulier, si on compare par exemple les jeunes qui ont grandi en milieu rural aux jeunes qui ont grandi en milieu urbain, mais qui viennent tous deux de familles défavorisées, on voit que pour les hommes, les taux d'accès au collégial sont le double. Donc, on passe de 23% à 46%. Et pour les femmes, il y a aussi un grand écart. Là, on passe de 46% à 77%. Et donc, ce que ce résultat-là nous montre, c'est que les obstacles à l'accès au collégial chez les jeunes défavorisés sont beaucoup plus importants lorsque ces jeunes ont grandi dans des petits centres urbains, des agglomérations de recensement et des régions rurales, que s'ils ont grandi dans des grandes régions métropolitaines. En contrepartie, quand on compare les jeunes qui ont grandi en milieu rural, mais qui proviennent de familles plus favorisées, à des jeunes qui ont grandi en milieu urbain et qui viennent également du même type de famille, plus favorisées, on ne voit pas vraiment la même différence. Chez les femmes, il n'y a essentiellement pas de différence. Chez les hommes, il y a une différence, mais qui est beaucoup plus faible. Et donc, ce que nos résultats mettent en lumière, c'est qu'il y a un groupe de jeunes défavorisés qui a grandi en région, qui fait face à des obstacles particulièrement importants. Et donc, les obstacles liés à les différences interrégionales se situent principalement quand on compare des jeunes qui ont grandi en milieu rural, mais qui viennent de familles défavorisées aux autres groupes de la population. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. On a évidemment aussi distingué, là, c'est simplement une sélection de certaines régions. Là. Donc, ce n'est pas l'ensemble des régions pour lesquelles on a des résultats dans le bulletin, mais on peut aussi faire des comparaisons interrégionales, donc en utilisant les régions administratives plutôt que si une région est rurale ou urbaine. Dans ce cas-ci, on voit un peu le même type de différence émerger quand on compare, par exemple, Montréal ou Laval, la capitale nationale, donc de Québec, à des régions qu'on a classifiées comme étant plus éloignées. Ici, on a dû combiner certaines régions à cause de la taille de nos échantillons, là, mais ça n'a pas vraiment d'influence sur nos résultats. On voit un peu les mêmes dynamiques émerger. La seule chose supplémentaire que je voulais mettre de l'avant, c'est qu'on compare, si on regarde les taux d'accès, le 23% et 46% que j'ai mis en bas ici, des hommes et des femmes qui viennent des familles les moins favorisées en milieu rural, au taux d'accès des jeunes hommes et des jeunes femmes qui viennent de familles défavorisées à travers des régions plus éloignées, mais on voit que dans la plupart des cas, les taux d'accès pour les hommes et les femmes qui ont grandi en milieu rural dans leur ensemble sont plus faibles que les taux d'accès qu'on voit pour les différentes régions. Par exemple, le 23% ici pour l'ensemble des jeunes qui ont grandi en milieu rural est plus faible que le 24,4% pour la Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, plus faible que le 25,6% pour la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et plus faible que le 30% qu'on voit pour l'Outaouais. Puis pour les femmes, on voit un peu la même chose. Ce que ça nous suggère ici, c'est qu'évidemment, l'ensemble de ces régions-là, c'est des régions où il y a un centre urbain et il y a des régions plus rurales dans la région. Et donc, ce qu'on n'a pas nécessairement réussi à montrer directement dans le bulletin à cause des limites de nos données, mais qu'on voit ici avec ces chiffres-là, c'est qu'il y a une hétérogénéité même au sein des régions. En particulier, les régions vont avoir un centre urbain avec, par exemple, un cégep ou un campus de l'UQ, par exemple, et des régions beaucoup plus éloignées. Et donc, ça c'est un autre élément qu'on trouve important de mettre de l'avant. C'est pour ça qu'on a produit des chiffres qui comparaient les jeunes qui ont grandi en milieu rural versus urbain et pas seulement une comparaison interrégionale. On va passer à la dernière diapo de contenu, qui sont quelques autres conclusions ou résultats auxquels on est arrivé dans le cadre du bulletin, sur lesquels je vais passer plus rapidement. Premièrement, ici, je me suis concentré sur les résultats qui portaient sur le rôle de l'éducation des parents. On a produit des chiffres aussi en fonction du revenu des parents. On arrive essentiellement aux mêmes conclusions. Ensuite, pour les inégalités d'accès qu'on trouve au niveau de l'accès au collégial, elles se manifestent principalement pour ce qui est de l'accès aux DEC préuniversitaires. Quand on regarde les DEC techniques, l'accès aux ASC ou l'accès au programme tremplin, les inégalités sont beaucoup plus faibles. Ne sont pas absentes, mais sont beaucoup plus faibles dans beaucoup de cas. Donc, ce que ça nous montre, c'est que, en fait, ensuite, donc, ces dynamiques-là se répercutent sur des taux d'accès qui suivent un peu les mêmes patterns pour ce qui est de l'accès au programme universitaire. Et vous pouvez aller voir un peu les chiffres qu'on a à ce niveau-là dans le bulletin.
Puis il y a la diapo ici là, qui montre ça, mais c'est un peu un aperçu ici dans le bulletin. Et si on revient à la dernière diapo, le dernier point que je veux mentionner, on n'a pas été en mesure de produire des chiffres sur le lien entre l'origine sociale et l'accès à la formation professionnelle, mais ce qu'on peut voir, puis Michael l'a bien montré, c'est que dans certaines des régions où les taux d'accès au collégial sont les plus faibles chez les jeunes défavorisés, ça va être des régions aussi où les taux d'accès à la formation professionnelle sont assez élevés. Donc, on peut se poser la question comme prochaine étape là, de savoir est-ce que la formation professionnelle vient un peu est une avenue pour les jeunes qui viennent des familles les plus défavorisées en région lorsque l'accès au collégial est plus difficile. Donc, je vais conclure avec ça, puis merci beaucoup encore une fois pour m'avoir accordé du temps dans ce webinaire. Merci beaucoup, Xavier. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de vous introduire à nos deux prochaines panélistes, Annabelle Césaro et Catherine Gauthier. Annabelle et Catherine font partie du Réseau québécois pour la réussite éducative, qui est un regroupement de partenaires qui travaillent sur la persévérance scolaire au Québec en sensibilisant les acteurs locaux, régionaux et nationaux. Ce réseau-là, il est constitué de 18 instances régionales de concertation qui sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Annabelle et Catherine travaillent chacune dans l'une de ces instances régionales. Alors, je donne la parole tout d'abord à Annabelle Césaro. Annabelle est chargée de recherche et de transfert de connaissances au sein des partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, qu'elle a rejoint en novembre 2021. Son parcours diversifié l'a conduit à développer une expertise en mobilisation des connaissances et en vulgarisation scientifique. La réussite éducative des jeunes est et a toujours été au cœur de ses préoccupations. Alors, Annabelle va nous brosser un portrait des dynamiques scolaires, certaines positives, d'autres préoccupantes, dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, à vous, Annabelle. Merci beaucoup. Donc oui, en fait, je vais parler de la région Chaudière-Appalaches et plus particulièrement de ses forces et de ses défis. Pour faire cet exercice, je me suis concentrée sur les données qu'il y avait dans le bulletin de l'égalité des chances pour mettre de l'avant un peu des inégalités qu'on peut retrouver en Chaudière-Appalaches parce qu'il y a des différences entre les régions, mais il y a aussi des différences et des inégalités sur un même territoire et c'est un petit peu ce que je voulais amener. Il y a d'autres inégalités qu'on aurait pu parler, mais là, je me suis plus concentrée en fait sur l'éducation. On peut changer de diapo. La région Chaudière-Appalaches, c'est une région assez vaste. C'est une région qui est composée de 10 territoires. C'est une région dans laquelle il y a un peu moins de 42% de la population qui vit en zone rurale, ce qui est assez important par rapport à l'ensemble du Québec. Et puis, c'est surtout une région aussi... on a déjà mentionné, mais qui a des inégalités liées au territoire. Donc, dans la région, tous les endroits se sont pas développés pareil. Il y a une inégalité en termes de développement. Puis, ça peut impacter, en fait, sur la réussite éducative des jeunes, avec un développement plutôt vers les cours d'eau. C'est une région dans laquelle on va retrouver 4 centres de services scolaires, 3 cégeps, un centre d'études collégiales, un campus universitaire au niveau de Lévis, puis un campus universitaire des Appalaches. Donc, j'ai essayé au niveau des diapos qui suivent de plutôt garder la structure du bulletin. Donc, si on passe à la prochaine, on va parler de la petite enfance. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément positif qu'on peut retirer pour nos jeunes de la région en petite enfance? En fait, c'est qu'il y a une entrée en service de garde à des âges plus précoces que dans l'ensemble du Québec. Il y a une forte fréquentation des maternelles 4 ans et du programme Passe-Partout. Et puis, on peut aussi mentionner qu'il y a moins d'enfants qui ont vécu la transition à la maternelle avec des grosses difficultés ou plusieurs difficultés. Alors ça, c'est positif, mais, puis ça sera un peu toujours comme ça. Oui, mais, c'est bien, mais il y a beaucoup de CPE qui sont plutôt pour des milieux favorisés. Puis même si, par rapport à l'ensemble du Québec, et puis j'ai pu voir dans les diapositives qui a été présentée de la petite enfance, la Chaudière-Appalaches avait des moins un peu partout, ça reste qu'on a un enfant sur 4 de 5 ans qui est vulnérable dans au moins un domaine de développement. Vous verrez des cartes sur le côté qui sont issues de la plateforme Regarde 360, puis qui montrent en fait les différences à l'intérieur même de notre région. Donc des inégalités territoriales dans la région entre les MRC. Puis les plus vulnérables, ça va être les garçons, ceux qui n'ont pas fréquenté en fait les services de garde et le passe-partout, ceux qui vivent dans les milieux défavorisés, puis ceux qui ne parlent ni français ni anglais. On peut changer de diapo. Pour les jeunes du primaire, c'est plus compliqué de faire un état des lieux de la situation parce qu'il y a beaucoup moins d'informations disponibles en fait. Puis c'est ça qui est un peu difficile. Mais on peut quand même dire qu'en région Chaudière-Appalaches, il y a moins d'élèves inscrits dans le réseau privé au niveau du primaire, qu'on a un pourcentage d'élèves dans des écoles défavorisées moins fort que dans les centres du Québec, mais il y a des disparités. Puis ça, je le dis, à l'intérieur même de la région,
tous les territoires ne sont pas égaux face à cette dispersion des écoles en milieu défavorisé. Puis au niveau du retard au 2e cycle, 3e cycle, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est nos garçons qui sont plus préoccupants que nos filles. On peut passer à la diapositive d'après. La diapositive d'après, c'est les jeunes du secondaire. Alors, les jeunes du secondaire, on a quand même beaucoup de données. Alors, j'ai concentré sur certains éléments. Il y a d'autres choses qu'on pourrait montrer pour les inégalités. Les constats positifs en Chaudière-Appalaches, c'est qu'on a un taux de diplomation qui est quand même très bon en Chaudière-Appalaches, qui a augmenté dans le temps, que ce soit le taux de diplomation à 5 ans et 7 ans. On a un taux de sortie sans diplôme qui a tendance à se réduire dernièrement. Puis une diminution, on a pu observer dans l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, une diminution du risque de décrochage scolaire. Ça, c'est quand même des éléments positifs. Et c'est pareil, oui, mais nos garçons sont plus fragiles scolairement. Les jeunes issus de première génération, donc les jeunes immigrants de première génération sont aussi plus fragiles scolairement en termes de diplomation, de sortie sans diplôme. Puis on a pu, dans l'enquête québécoise sur la santé, voir une diminution des facteurs de protection qui entourent les jeunes. Donc ça, c'est préoccupant de se dire que les facteurs de protection entourant les jeunes ont diminué dernièrement. Puis un point important, c'est moins en relation avec l'éducation, mais ça impacte l'éducation et le parcours scolaire des jeunes. En région Chaudière-Appalaches, on a 2 jeunes sur 3 qui travaillent. Puis c'est beaucoup plus que l'ensemble du Québec. Puis ça peut impacter en fait leur réussite scolaire et leur trajectoire scolaire derrière. Puis après, si on parle d'accès aux formations, parce qu'on en parlait dans le bulletin de l'égalité des chances, qu'est-ce que j'ai pu noter? J'ai pu noter que le taux d'accès à la formation professionnelle en Chaudière-Appalaches est supérieur à l'ensemble du Québec. On peut voir sur cette carte à côté qu'il y a certaines MRC qui sont plus concernées par l'accès aux formations professionnelles. Donc là aussi, en fait, il y a une inégalité. Est-ce que c'est une inégalité d'accès? Ça serait plutôt une inégalité d'accès à certaines autres formations, ou en tout cas des inégalités territoriales qui fait que le territoire s'est développé vers certaines formations et certains besoins. On peut le voir comme ça. Puis des taux d'accès au FGA aussi qui est supérieur à l'ensemble du Québec. Et alors, un point important qui est à noter pour nous, quand on parle aussi à nos partenaires, c'est de mentionner que, en fait, c'est les garçons qui sont plutôt concernés avec un fort taux d'accès au FP et au FGA que les filles. Les filles, si on passe à la diapositive d'après, on va voir en fait que les filles vont accéder particulièrement au collégial, contrairement à nos garçons en Chaudière-Appalaches, donc majoritairement au collégial. Par contre, ce que j'ai pu noter, puis ce qui m'interpelle dans le bulletin en fait de l'égalité des chances, c'est au niveau des enfants dont les parents ont un niveau de secondaire. Parce qu'il y en a quand même en Chaudière-Appalaches. Puis ce que je peux noter, c'est que c'est seulement un garçon sur 3 qui va accéder au collégial. Et c'est une fille sur 2. Donc il y a quelque chose chez les garçons en termes d'accession en fait aux études supérieures, en termes de poursuite des études supérieures. Puis pareil, les constats qui peuvent être déposés en fait quand on travaille en région, c'est le taux d'accès au collégial et à l'université qui va être fortement influencé par l'éducation des parents et le revenu des parents. Puis ce que je voulais aussi ajouter, c'est qui est bien sûr pas lié aux données, mais c'est l'accessibilité des sites d'études supérieures qui en région va jouer aussi de façon importante. Il y a une inégalité territoriale pour l'accès aux sites d'études supérieures qui va jouer en fait sur le fait que nos jeunes vont aller ou pas vers les études supérieures. Si on passe à la diapo d'après, donc en fait, ces données, ce bulletin nous permettent, bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'avoir un portrait positif. Si on regarde la région Chaudière-Appalaches et qu'on la compare aux autres régions, on peut se satisfaire de certains éléments. Par contre, si on regarde plus la région en tant que telle, mais là, on peut se dire, OK, il y a des choses bien, mais quand même, nos garçons sont fragiles scolairement par rapport aux filles, mais là, c'est par rapport à l'éducation, mais les filles restent fragiles sur plein de points, notamment en santé mentale. Donc, si on regarde d'autres données, qu'on les combine, il y a d'autres constats qu'on peut faire. Les premières générations vont être fragiles. Nous, en Chaudière-Appalaches, comme je vous le disais, on a beaucoup de jeunes qui travaillent. Donc ça peut être préoccupant. Puis l'une des choses qu'on souhaitait déposer aussi, parce que oui, c'est l'accès aux formations, mais c'est qu'est-ce qu'ils font nos jeunes après avoir accédé à la formation, puis les inégalités qu'il y a derrière en emploi. Mais en Chaudière-Appalaches, ce qu'on peut voir, c'est que la réalité des filles qui vont décrocher est beaucoup moins bonne que celle des garçons,
que les garçons qui vont sortir du système sans diplôme vont avoir une insertion plus facile au niveau de l'emploi. Puis quelque chose qui nous préoccupe aussi, c'est que le revenu moyen médian chez les hommes sans diplôme est supérieur à celui des filles, mais dans certaines MRC, le revenu moyen médian, en fait, le revenu médian des hommes sans diplôme est supérieur au revenu médian des filles qui ont un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études professionnelles, voire dans certaines MRC en Chaudière-Appalaches aussi un diplôme collégial. Puis ça, c'est des éléments en fait qu'on prend vraiment tous ensemble pour expliquer la situation. Si on passe à la diapo d'après, pour conclure, en fait, l'ensemble des données, l'ensemble de ce que moi j'ai pu voir dans le bulletin de l'égalité des chances, si je me mets dans la région Chaudière-Appalaches, ça me permet d'éclairer certains enjeux. Ça va me permettre aussi d'adapter mon discours pour tenir compte de mes spécificités locales. Bien évidemment, je peux aller regarder ce qui se passe dans l'ensemble du Québec, mais quand je regarde vraiment les données Chaudière-Appalaches, ça me permet d'affiner ce qu'on va pouvoir déposer aux partenaires, de pouvoir développer des visions communes avec nos partenaires, de mobiliser les partenaires parce qu'on est sur de la réalité régionale, donc ça leur parle un peu plus. Puis après, derrière ça, de pouvoir en fait déployer des actions qui vont répondre à des besoins plus territoriaux, plus locaux, plus en regard de nos enjeux en fait propres en Chaudière-Appalaches. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annabelle. Donc, de la magnifique région de Chaudière-Appalaches, on passe maintenant à la tout aussi belle région des Laurentides. En effet, notre quatrième et dernière panéliste, Catherine Gauthier. Catherine est professionnelle de l'éducation depuis plus de 10 ans. Elle a d'abord été enseignante avant de poursuivre des études de deuxième cycle pour mieux comprendre les enjeux liés à la réussite éducative. Elle a œuvré à différents niveaux du système scolaire, du primaire à l'université, entre autres en accompagnement pédagogique et en recherche. Elle occupe aujourd'hui le poste d'agente de développement et de transfert de connaissances et de contenu aux partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, où elle travaille sur la mesure d'impact et le transfert de contenu dans le but de soutenir concrètement la réussite éducative. Alors, Catherine va aborder la situation diversifiée dans les Laurentides par le biais de grands constats. Alors, à vous, Catherine. Merci, François. Je suis très heureuse d'être ici, de l'invitation présentée pour l'Observatoire, représenter le PREL. En fait, je vais être un peu dans la même lignée qu'Annabelle. Ça va être de poser des constats qui sont liés au bulletin. C'est sûr que les enjeux sont multiples, mais vraiment, on est resté collé aux enjeux soulevés par le bulletin. Donc, si je brosse un petit portrait des Laurentides, on peut changer de diapo. En fait, comme Annabelle l'a soulevé et Xavier aussi juste avant, en fait, on a beaucoup de diversité au sein du territoire des Laurentides. Souvent, on divise les Laurentides en 3 grandes régions, là, les Hautes-Laurentides, Cœur des Laurentides et Basses-Laurentides. C'est 8 MRC au total. Et il y a des grands contrastes là, entre les zones urbaines qui sont plus au sud, donc Basse-Laurentide, puis nos zones rurales ou forestières là, qui sont plus au nord. Vous le savez probablement, il y a une abondance de lacs, de forêts, donc ça en fait une région touristique de choix au Québec. Au niveau de la démographie, on a eu une croissance majeure là, parmi les plus fortes au Québec, surtout dans les Basses-Laurentides dans les dernières années suite à la COVID. Dans le sud, on a des populations plus jeunes. On a des jeunes familles qui viennent dans les Laurentides parce que le coût de la vie est inférieur à celui de Montréal. Et au contraire, dans le nord, on a un vieillissement de la population avec, surtout dans nos villages, dans les zones touristiques. À ça, on jumelle aussi une croissance de l'immigration récente, puis ça, c'est concentré surtout dans les Basses-Laurentides. Michael l'a nommé tantôt, là, nous, on fait partie des taux de diplomation qui ont le plus augmenté là, dans les dernières années. On a eu une augmentation vraiment rapide dans les 10 dernières années. Vous voyez qu'en 2013, c'était de 74 et en 2022, 84 Donc, Michael l'a soulevé, mais je trouvais que ça valait la peine de le redire. Alors, il y a beaucoup de disparités au sein même de notre région, comme Annabelle l'a soulevé. On compare souvent les Laurentides à un mini-Québec. Là, on a vraiment toutes les disparités du Québec au sein même de notre région. Alors, on poursuit avec la prochaine diapo. J'ai aussi divisé les grands constats tirés du bulletin par cycle scolaire, je peux dire.
Donc, pour ce qui est de la petite enfance et le préscolaire, le bulletin a soulevé qu'il y avait une répartition plutôt égale là, des places en CPE en termes de quintile de défavorisation matérielle. Donc, la répartition est assez uniforme. Par contre, l'Observatoire des tout-petits a soulevé, et on le constate aussi sur le terrain, qu'il manque de place. En 2024, il y avait plus de 2000 enfants qui étaient en attente d'une place pour un service de garde, peu importe le CPE, milieu familial, etc. Donc, ça constitue encore un enjeu pour nous. Et il faut dire que le développement est très inégal des places, surtout par rapport au territoire. Il y a des régions comme au nord où est-ce qu'on a une population plus vulnérable, qui a peu de place en CPE, mais beaucoup de place en milieu familial. Et on a aussi eu le gros boom après la COVID, là, donc le gros boom de population qui explique ce déficit-là. C'est sûr qu'il y a des haltes garderies communautaires qui se sont développées, mais ce n'est pas constant sur le territoire. Donc, il y a encore des manques à gagner de ce côté-là. Au niveau des maternelles 4 ans, le bulletin a soulevé qu'on avait une proportion plus faible d'enfants qui fréquentaient à la fois les maternelles 4 ans, mais aussi le programme Passe-Partout. En ce qui concerne le programme Passe-Partout, c'est tout simplement parce qu'on ne l'offre pas dans tous les centres de services scolaires. Par contre, pour la maternelle 4 ans, je pense qu'on a des enjeux similaires un peu partout au Québec. Là, on manque de locaux, on manque de personnel. Donc, souvent, des classes vont fermer pour favoriser des maternelles 5 ans. En ce qui concerne les troubles du développement et les problèmes de santé, on est supérieur à la moyenne du Québec pour les enfants qui ont ces troubles-là. Selon l'ECDEM, c'est 3 enfants sur 10 qui sont considérés comme vulnérables dans au moins un domaine du développement dans les Laurentides. C'est quand même notable, mais c'est surtout les sphères physiques, compétences sociales et maturité affective qui sont plus préoccupantes pour nous. Donc, si on change de diapo, les grands constats qui sont liés plus au primaire et au secondaire, on a une donnée positive, c'est la situation des garçons qui s'améliore dans les Laurentides. En fait, le bulletin a soulevé que la proportion des garçons qui entrent tardivement là, au secondaire est inférieure à la moyenne des filles pour la province. Donc, ça, c'est positif pour nous. Aussi, au niveau de la diplomation, on a aussi une belle augmentation de notre taux de diplomation des garçons dans notre territoire comparativement à l'ensemble du Québec qui est plutôt sur un plateau. Donc, ça aussi, c'était une donnée positive. En ce qui concerne le réseau privé et public, je pense que c'est Michael qui l'a aussi mentionné tantôt, il y a un avantage marqué là, effectivement pour le réseau privé. Juste en regardant les données, on voit que bon, les taux de diplomation sont supérieurs, taux de sortie sans diplôme sont inférieurs. Puis dans les Laurentides, on a un taux de fréquentation des écoles privées au secondaire inférieur à l'ensemble du Québec. Ça s'explique quand même grandement au fait qu'on en a moins. On n'a pas beaucoup d'écoles privées sur notre territoire. Là, la carte vous illustre un peu où sont situées ces écoles-là. Puis vous voyez que c'est beaucoup Cœur des Laurentides, Basse Laurentides qui sont couverts par des écoles privées. Donc, ça explique un peu ce constat-là. Un constat qui n'a pas été mentionné là, dans le bulletin, mais que je trouvais que ça valait la peine d'en parler, c'est les enjeux de déplacement. Sur notre territoire, on a des jeunes qui font plus de 1 heure, 1h30 de voyagement en autobus pour se rendre à l'école. Donc, ça constitue quand même un enjeu à la réussite en général. Si on continue, les constats pour le collégial et universitaire, ben, un des grands constats du bulletin, c'était effectivement nommé par Xavier tantôt, le fait que bon, la ruralité est jumelée à des jeunes qui sont en situation de défavorisation. Ben, en fait, ça réduit énormément les taux d'accès aux études supérieures. Puis nous, c'est sûr qu'on a une population rurale qui frôle le 30 %. Alors, ça nous touche directement quand même cette donnée-là. Puis, vous voyez aussi, ben, en fait, sur la carte de gauche avec le vert lime, c'est notre population des milieux plus ruraux. Et sur la carte de droite, tout en noir, vous voyez un peu la répartition des établissements postsecondaires. C'est quand même assez bien réparti, mais en réalité, c'est quand même beaucoup de routes pour plusieurs jeunes pour fréquenter les études postsecondaires. On peut poursuivre.
Alors, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? C'est quoi nos préoccupations en lien avec les constats qui ont été faits dans le bulletin? Bien, premièrement, oui, la répartition des places en CPE est égale selon les quintiles. Par contre, il nous manque encore des places en CPE et la fréquentation maternelle 4 ans n'est pas encore optimale. Au niveau des troubles de développement des enfants et de santé, donc, on en a une proportion plus grande que l'ensemble du Québec. Donc, on se penche là-dessus. Aussi, bon, on avait une donnée positive par rapport aux garçons, donc qui diplôment, qu'on a une meilleure moyenne que l'ensemble du Québec. Par contre, reste que le taux, la différence entre les garçons et les filles reste assez marquée. Donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et puis, bon, l'accès aux études supérieures, surtout pour les Laurentiens qui habitent en ruralité et qui sont en situation de défavorisation, c'est préoccupant pour nous. Alors, ce qu'on constate, c'est que, bon, on l'a souligné tout au long du webinaire, là, les inégalités sociales sont encore très présentes, surtout en milieu rural, en milieu défavorisé. Pour les Laurentides, les jeunes des Laurentides ont encore des obstacles dès la petite enfance. Puis, en fait, nous, au PREL, on croit que chaque acteur de la région doit prendre conscience de son pouvoir puis de son rôle par rapport à la réussite éducative autant au plan individuel que collectif. Si on passe à la prochaine diapo, je ne vais pas trop rentrer dans les solutions parce qu'on va en parler dans la partie discussion, mais il y a quand même des récents constats qui soulèvent que la collaboration entre les acteurs est essentielle pour favoriser la réussite des jeunes. Donc, c'est un peu ce que nous, on fait au PREL. C'est notre rôle de favoriser, de créer des synergies entre les écosystèmes des jeunes pour vraiment faire mousser la réussite éducative, puis sensibiliser la communauté à ça. Donc, voilà, c'est ce qui conclut ma partie de la présentation. François, je te passe la parole. Merci beaucoup, Catherine. Ben, alors, voici qui clôt la période des présentations. Vous aurez remarqué et même noté dans le chat que le contenu livré est dense. Je vous invite, pour ceux et celles intéressés, à consulter les PowerPoint. Et maintenant, donc, on va passer à la période des échanges où le rythme d'élocution des panélistes va pouvoir ralentir un peu. Donc, voici comment ça va se passer. Je vais poser 2 questions à nos panélistes et ensuite, on va prendre des questions du chat. Alors, ne vous gênez pas si vous avez des questions pour nos panélistes. Allez-y, ça va être le temps. Donc, je commencerai avec une première question. Est-ce que vous estimez que les données en éducation dont on dispose aujourd'hui, puis en particulier à l'échelle régionale, permettent de bien cerner les situations, les problèmes et d'éclairer adéquatement les politiques publiques? Alors, je commencerai par vous, Catherine. Qu'en pensez-vous? Merci. Bien, je vais rester dans mon analogie des Laurentides. Donc, en ce moment, je pense que ce qu'on voit avec les données, c'est plutôt la forêt. Donc, des tendances générales, on voit, c'est ça, beaucoup le portrait global régional. Par contre, ce qui nous manque, c'est plutôt comme les données fines, donc les arbres, donc les réalités locales, le vécu. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque pour mieux intervenir sur le terrain. Donc, accessible peut-être au niveau des MRC, pas seulement régional ou provincial. Aussi, tu sais, on a beaucoup de statistiques. Par contre, au niveau qualitatif, le vécu, les élèves, les parents, les enseignants, donc tout ça, c'est quelque chose que je crois qui manque sur le plan de nos données. Puis je dirais que si on veut vraiment parler de réussite éducative et non pas juste scolaire, il nous faudrait des données qui intègrent un peu tous les éléments de la réussite éducative, c'est-à-dire, bon, facteurs familiaux, personnels, social, santé, bien-être. Donc, de voir un peu le portrait vraiment global de la réussite éducative du jeune pour avoir un modèle qui intègre toutes ces données-là. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui nous manque de notre côté. Merci, Catherine. Pour vous, Annabelle, est-ce qu'on dispose de toutes les données nécessaires? Ben, je vais appuyer ce que Catherine disait. Moi, je trouve que les données qu'on a à l'heure actuelle permettent de brosser des portraits, de sortir des tendances et d'avoir en fait une idée des enjeux.
c'est sûr qu'il nous manque, on peut aller fouiller, puis on trouve, notamment sur la plateforme Regard 360, hein, des choses à des échelles type MRC, donc qui viennent en fait encore colorer encore plus les données. Donc ça, c'est important en région, enfin, dans n'importe quelle région du Québec pour pouvoir en fait vraiment, avec les partenaires et puis à partir des données, discuter des réalités. Je pense que c'est important aussi pour les politiques publiques, enfin, toutes les données régionales, parce que forcément, elles permettent en fait de dresser ces portraits, ces enjeux, et donc de pouvoir éclairer aussi les politiques ou même les acteurs locaux, les politiques locales de ce qui se passe sur le terrain. Par contre, on manque de données au niveau des élèves du primaire. Pour tout ce qu'est la situation des élèves du primaire, on en a un peu, mais on a peu de données. Il n'y a pas de grande enquête comme pour l'ECDEM ou le QHS, donc l'ECDEM pour les enfants du maternel ou le QHS pour les secondaires. Donc ça manque en fait. Et des données aussi au niveau des parents. Qu'est-ce que pensent les parents? Parce que certes, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Donc leur diplomation, leur entrée dans les services de garde, les choses comme ça, mais aussi au niveau des parents. Qu'est-ce que vivent les parents? Comment ils les accompagnent? Quelle est leur réalité? Et je suis assez d'accord avec Catherine aussi pour dire que toutes les données chiffrées, de les mettre en perspective de tout ce qui est qualitatif du vécu des acteurs sur le terrain, des enfants, des parents, ça va tout compléter. Ça pourrait compléter pour avoir un vrai portrait. Enfin, en tout cas, nous, ça nous aide dans notre travail d'instance régionale de pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe et puis après de pouvoir discuter de où on veut aller. Merci beaucoup. Merci, Annabelle. À Xavier, on a besoin de quoi comme données? Oui, donc, je suis toujours heureux de discuter de ce thème-là parce que dans le bulletin, là, par exemple, on a réussi à produire des indicateurs inédits à partir de données qui n'étaient pas vraiment disponibles il y a 5 ou 6 ans, mais qui maintenant sont disponibles à travers le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Puis je vois Magali Girard, la directrice générale, directrice exécutive du CIX, qui est là aujourd'hui dans l'audience. Ce genre d'initiative-là permet aux chercheurs de répondre à des besoins qui sont exprimés par les acteurs et actrices du milieu en allant créer des indicateurs un peu sur mesure. Puis, ce que ce type d'initiative-là permet de faire, c'est de ne pas nécessairement être disons, à la remorque de ce qui est produit. Donc, pas à la remorque, mais de ne pas attendre qu'un ministère décide de diffuser un certain type de données que les acteurs et les actrices du milieu ont besoin, dont les acteurs et actrices du milieu ont besoin. Parfois, les chercheurs, on peut être un peu plus réactifs parce qu'ils travaillent sur des projets plus spécifiques qui répondent à certains besoins. En parallèle à toutes les initiatives là, vraiment cruciales, importantes et utiles comme Regard 360 qui sont menées en parallèle. Par contre, comme au niveau provincial, on est au tout début de ce type de modèle d'accès-là à travers l'Institut de la statistique du Québec. Et c'est pour ça que, par exemple, pour de l'information plus détaillée au niveau des parcours au primaire, la transition, par exemple, vers la formation professionnelle chez les jeunes défavorisés, il y a certaines informations, certains indicateurs qu'on n'a pas été en mesure de créer parce qu'il reste un coût assez important en termes de temps et en termes de moyens pour accéder à plein de données vraiment importantes qui sont procédées par différents ministères au provincial. Donc, pour accéder aux données dont on a besoin, pour moi, le gros enjeu, ce serait d'élargir le modèle d'accès, faciliter l'accès aux chercheurs, aux chercheuses qui sont peut-être en phase avec certains besoins du milieu pour mener des projets tels que le bulletin. Et aussi rendre plus de sources de données brutes plus facilement accessibles aux chercheurs et aux chercheuses pour pouvoir produire ce genre d'indicateurs-là, un peu similaire à ceux qu'on a pu produire sur les inégalités d'accès au collégial en fonction de l'origine sociale. Voilà, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'aller produire des chiffres similaires à ce qu'on a produit pour le post-secondaire. Mais pour ce qui est du secondaire, de la formation professionnelle, pour lesquels c'est encore assez difficile de produire des résultats. Merci beaucoup, Xavier. Autour de vous, Michael, de vous prononcer sur la question des données. Oui. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on cumule quand même beaucoup de données. Donc, contrairement à d'autres pays, des fois, l'accès aux données, c'est plus difficile. Au Québec, on a quand même beaucoup de données. L'enjeu, c'est de rendre ces données-là disponibles.
Ce que j'observe aussi, c'est une belle ouverture de la part des ministères avec plus de transparence, plus d'ouverture à partager ces données-là qu'avant. On peut penser par exemple au tableau de bord de l'éducation qui rend disponibles certaines informations. Et à l'interne, nous, on travaille étroitement avec la direction des indicateurs et des statistiques du ministère de l'Éducation. On offre une belle collaboration à développer de nouveaux indicateurs. Présentement, on a la diplomation des jeunes qui sont de l'immigration ou encore qui sont à EHDA ou encore qui proviennent de milieux défavorisés, mais à l'échelle des territoires, ce qu'on n'avait pas avant. Présentement, on est en train de travailler à développer de nouveaux indicateurs au primaire parce qu'on l'entend, ce qu'Annabelle nous disait, on l'entend qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'indicateurs au primaire, en formation professionnelle, en formation générale des adultes. Donc, le ministère a cette ouverture-là à aller travailler. Puis on est en train de les développer. Dans la prochaine année, on va en ajouter encore. Donc, il y a des belles choses qui se font. On travaille aussi à développer des indicateurs encore plus localement par municipalité. Donc là, on a des choses à l'échelle des MRC. Il y a des grandes disparités, mais des fois, quand on creuse encore plus localement ou même des arrondissements des grandes villes, bien, il y a des grandes disparités au sein même des grandes villes du Québec. Donc ça, c'est des éléments qu'on va ajouter à Regard 360 prochainement. Puis j'irai même jusqu'au collégial. Donc nous, on travaille étroitement avec la Fédération des cégeps. Le ministère de l'Enseignement supérieur finance de nouveaux questionnaires pour avoir des informations, oui, sur le régulier, mais aussi sur la formation continue. Où est-ce qu'on manque d'informations, on manque de données, si on l'entend depuis longtemps, bien, maintenant, il y en a des questionnaires SPEC qui sont destinés à la formation continue. Donc, il y a des choses qui sont en mouvance. Je vois une belle ouverture des ministères à collaborer. Nous, on essaie d'avoir des données sur la transition entre le secondaire et le collégial. Encore là, c'est un trou de service parce que c'est deux ministères différents. On est en mesure de réaliser des projets pilotes en travaillant avec des acteurs locaux, mais d'avoir de l'ouverture pour travailler ça à l'échelle provinciale, à l'échelle de toutes les régions, mais c'est un élément là, qui est souhaitable à mon avis. Merci beaucoup, Michael. Donc, je vais passer à la deuxième question. Et là, j'aimerais aborder la question des disparités régionales, mais sous l'angle de l'égalité des chances, qui est l'un des principes au cœur de la loi sur l'instruction publique, mais aussi au cœur de nos valeurs au Québec. Alors, à votre avis, comment on pourrait améliorer l'égalité des chances en éducation dans vos régions, dans les régions et donc sur l'ensemble et des territoires au Québec? Comment aborder la question là, de l'amélioration de l'égalité des chances? Et je vous redonne la parole, Michael. Je vais commencer par vous. Ben, premier élément, c'est l'offre postsecondaire. On a réalisé une étude qui démontrait que la distance au cégep le plus proche, donc les territoires qui sont plus éloignés des cégeps, les jeunes ont moins de chances de terminer leurs études secondaires. Donc, d'avoir des aspirations, de pouvoir se dire c'est possible pour moi de poursuivre des études, ça donne un but, ça donne une raison de mener son projet d'études. En Chaudière-Appalaches, on a travaillé justement avec Préca à faire une enquête auprès de 10 000 parents. On leur demandait c'est quoi les freins qui feraient que vos jeunes ne pourraient pas poursuivre leurs études. Bien, on nous mentionnait des coûts liés au déplacement pour les études postsecondaires. Donc, je pense que d'avoir, puis on a déjà un modèle intéressant avec des cégeps qui sont répartis partout sur le territoire, mais de maintenir ça, voire de développer l'offre postsecondaire en région, c'est un incontournable. Deuxième élément, c'est tenir compte du contexte. Donc, les réalités propres et les raisons pour lesquelles les jeunes quittent dans un territoire versus un autre sont très différentes. Les réalités sous-jacentes sont très différentes. Donc, il faut prendre en compte les raisons pour lesquelles les jeunes se scolarisent, les raisons pour lesquelles ils ont des parcours différents. Il faut les comprendre, il faut intervenir en fonction de ces réalités-là. Souvent aussi, il y a des territoires qui se ressemblent. Donc, ce qu'on observe dans certains territoires, il y a beaucoup de proximité géographique et les réalités sont semblables d'un territoire à l'autre, mais même au sein de certains territoires, ben, la ruralité versus l'urbanité, ben, c'est des enjeux, mais on peut se comparer des fois avec la ruralité de la région voisine pour aller chercher des pratiques inspirantes pour essayer de voir ce qui fonctionne bien. Et mon dernier élément, je dirais, c'est la réussite des garçons, mais la réussite des filles aussi. Parce qu'on voit, quand on regarde l'ensemble du cursus scolaire, des parcours scolaires, que les garçons ont beaucoup de difficultés à plusieurs endroits dans leur parcours. Par contre, notre étude récente sur les bénéfices de la persévérance montre qu'une fille qui décroche, Annabelle en a fait référence rapidement tout à l'heure, n'a pas les mêmes incidences sur ses possibilités d'emploi, sur ses revenus attendus. Donc,
il ne faut pas oublier que même si nos filles, en général, ont des parcours plus favorables, mais celles qui quittent le bateau prématurément ont des enjeux beaucoup plus grands sur ce qui les attend pour la suite. Merci, Miguel. Très intéressant. Xavier, des solutions? Oui, donc un des éléments, je pense, qui ressort du bulletin, c'est les forts écarts en termes d'accès au programme préuniversitaire. Donc, et on associe ça, par exemple, à la distance, à la fois aux établissements d'enseignement collégiaux qui, oui, parfois, par exemple, sont un peu plus uniformément distribués à travers la province, mais ensuite, un DEC préuniversitaire, c'est la première étape vers un parcours universitaire pour beaucoup, beaucoup de gens. Puis là, c'est vraiment les campus universitaires qui sont peut-être un peu moins uniformément distribués. Par contre, il y a eu quand même plusieurs initiatives, plusieurs efforts d'ouverture, par exemple, de centres d'études collégiales, d'antennes de campus universitaires, hors des villes où sont situés des campus principaux. À mon avis, ça vaut la peine de se questionner un peu sur l'impact de ces initiatives-là, qui peuvent avoir qui emmènent à travers les régions, qui facilitent un accès à différents types de programmes à travers un plus grand éventail de régions que les régions ou les villes où sont situés des campus universitaires principaux. Mais dans le cadre de la préparation de cette présentation-là, j'ai exploré un peu l'offre de certaines antennes régionales d'universités. Puis ce qu'on peut remarquer, puis c'est très cohérent avec les résultats qu'on trouve dans le bulletin, c'est que beaucoup des programmes qui sont offerts dans les campus universitaires, dans les antennes universitaires régionales, sont des programmes qui ont tendance à répondre aux besoins locaux en termes de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils vont être des programmes dans des domaines qui sont un peu plus féminisés, donc des soins infirmiers, enseignement, etc. Et donc, les grands écarts qu'on voit en termes d'accès au poste secondaire, en particulier à l'université entre les hommes et les femmes, en particulier qui proviennent de familles défavorisées, on peut les comprendre un peu aussi à travers cette lentille-là, où le type de formation offert en région, plus en phase avec les besoins du marché du travail, dans des secteurs où les hommes sont surreprésentés. Ça va être souvent des secteurs dans les ressources naturelles, des secteurs manufacturiers, etc., ou qui sont un peu plus accessibles, qui sont plus facilement accessibles à travers, par exemple, la formation professionnelle. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est un des éléments qui est vraiment important, je pense, à mettre d'avant ici, c'est de ne pas présupposer qu'il est essentiel d'aller à l'université pour ensuite atteindre un bon niveau de revenu. Il y a différentes façons d'atteindre un niveau de revenu intéressant. Parfois, ça passe par la formation professionnelle. Et donc là, ça pose deux questions. Est-ce que, par exemple, l'accès à la formation professionnelle chez les femmes peut être plus difficile dans des domaines lorsque ces domaines-là sont beaucoup plus, où les hommes sont beaucoup plus surreprésentés, et vice-versa, les hommes ont moins tendance à accéder à certains programmes d'enseignement universitaire qui sont très féminisés. Mais la question qui est importante à se poser ici, c'est est-ce que l'offre de formation professionnelle permet aussi de compenser pour le faible accès des hommes aux programmes collégiaux et universitaires. Et donc, dans le bulletin, on n'a pas complètement réussi à compléter cette analyse-là cette année pour ce qui est, par exemple, des jeunes défavorisés, dans la mesure où on n'avait pas des données sur l'accès à la formation professionnelle chez les jeunes défavorisés. Mais pour moi, une piste de solution à explorer, c'est d'adopter un regard un peu plus englobant sur les différents parcours possibles, mais à la fois en formation professionnelle qu'en formation collégiale et universitaire, mais aussi des débouchés qui sont spécifiques à chaque région pour ces types de formations-là. Et après, évidemment, il y a l'enjeu de la distance qu'on a mentionné. Ça, je vais le mentionner, je vais juste le dire très rapidement, couvrir ça très, très, très rapidement. Quand on parle de distance à un campus, par exemple, universitaire, mais dans beaucoup de cas, ça implique, oui, de faire 1 heure, 1 heure et demie de voiture pour aller à ses cours, mais parfois, ça implique de déménager. Au Québec, je l'apprends à personne, on est dans une situation de crise du logement, surtout dans les centres urbains. Puis on ne parle pas juste de Montréal, on parle aussi de, par exemple, Rimouski, où il y a un campus de l'UQAR. Donc,
il y a certains des enjeux si on veut on veut faciliter l'égalité des chances en éducation, où l'intervention, c'est pas une intervention qui va seulement se faire au niveau du monde de l'éducation, mais par exemple, des enjeux comme la crise du logement vont avoir des ramifications importantes pour ce qui est de l'accès aux études postsecondaires pour les jeunes qui ont grandi en région, puis qui viennent peut-être de familles qui n'ont pas nécessairement les moyens d'offrir une aide financière à leurs jeunes pour couvrir le coût de la vie et le coût du logement. Merci Xavier. Annabelle, comment on peut améliorer l'égalité des chances? Outre tout ce qui a été déjà dit, puis des bonnes pistes, mais il y a le palier régional. Le palier régional, en fait, puis les instances régionales de concertation en persévérance éducative et en réussite éducative et persévérance scolaire sont là. Mais le palier régional est important, en fait, pour faire le pont entre les politiques publiques et le niveau régional. Donc, tout ce qui peut se découper au niveau régional peut favoriser le développement sur un territoire et donc l'égalité des chances. Puis, tout le côté aussi, je dirais, intersectoriel. Moi, je pense que de travailler ensemble, donc en fait, c'est ce que ça fait partie de notre cœur d'action au niveau des instances régionales de concertation, de tenir les acteurs en fait autour des jeunes mobilisés, tenir les acteurs en fait au fait de ce qui se passe, que ce soit de ce qui se passe dans la recherche des dernières avancées en connaissances ou de donner justement, de rendre accessible en fait tout ce qui est produit au terrain, mais aussi vice-versa, de faire remonter les informations du terrain vers en fait la recherche ou les gens qui réfléchissent à tous ces enjeux-là. Ça, c'est important, je pense, pour l'égalité des chances, et notamment en région, parce que, comme on disait tout à l'heure dans le bulletin, il y a des enjeux régionaux, il y a des enjeux territoriaux, et donc c'est au niveau régional, au niveau du palier régional, qu'on va pouvoir en fait prendre ça en considération pour déployer les actions. Et après, l'intersectorialité, mais c'est bien évidemment les acteurs des centres de services scolaires, bien évidemment les acteurs du scolaire qui ont un rôle à jouer, bien évidemment l'offre disponible sur un territoire qui peut favoriser l'accès ou non de certains jeunes, mais aussi en fait tout le réseau autour, tous les organismes communautaires, tout ce qui peut être déployé sur un territoire, en fait, tous les partenaires qui vont jouer, comme pour la plus petite enfance, si on parle des tout petits, les maisons de la famille qui jouent un rôle important en fait pour soutenir les familles, pour faire en sorte que les tout-petits aient des accès à de la littératie, à de la culture, qu'on sait que ça favorise la réussite éducative, pour tous les jeunes qui vont être accompagnés dans les maisons des jeunes, dans les centres, dans les carrefours jeunesse-emploi, pour l'orientation ou pour d'autres actions. Tout ce monde-là qui peut travailler main dans la main, avoir un discours commun, et ensuite poser des actions en fait ensemble vers des enjeux communs. Et ça, c'est important en fait. Donc, c'est ça. Que ce palier régional se grossisse et perdure en fait, parce que c'est un levier, je pense, très important en fait de l'égalité des chances et de la réussite éducative. Parce qu'effectivement, il y a la réussite scolaire, mais au niveau des instances régionales de concertation, on est en réussite éducative, donc du développement du plein potentiel des jeunes. Alors, c'est sûr, un diplôme, mais quel qu'il soit, pour qu'ils puissent en fait réaliser ce qu'ils veulent. Donc on puisse leur donner en fait toutes les chances possibles d'accessibilité vers là où ils veulent aller, vers là où ils veulent se développer en fait. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, Catherine, à vous, que faire? Oui, je vais soutenir ce que tous mes collègues ont dit parce que c'est d'excellentes pistes, puis je vais essayer d'être complémentaire à ce qui a été dit parce que j'allais un peu dans le même sens que toi, Annabelle, au niveau régional, vu qu'on a à peu près le même rôle. C'est sûr qu'il y a définitivement des actions à faire au niveau national, ça, pour vrai, c'est certain à 100%. Mais vu que, tu sais, moi, mon champ d'action est plus régional, c'est sûr, je me suis concentrée un peu plus là-dessus. Je pense que les partenariats école, famille, communauté, c'est une priorité. Offrir du soutien aux parents, surtout pour ceux qui sont issus de milieux ruraux ou défavorisés. Là, on l'a vu dans le bulletin, ça revient constamment. Annabelle l'a mentionné, la concertation, d'offrir des milieux éducatifs qui sont cohérents. Ça veut dire qu'on se parle tous entre nous pour qu'il y ait une continuité, qu'on partage les données, il y a une mutualisation des ressources. Donc ça, c'est quelque chose que, d'après moi, c'est
c'est aussi prioritaire. Puis on l'a mentionné tantôt avec la question, la première question, on a besoin de plus de suivi, plus de données, autant sur les disparités régionales par MRC, on a besoin de connaître un peu mieux la réalité pour mieux intervenir, mieux implanter des actions qui sont cohérentes avec ce qui se passe sur le milieu, les problématiques, etc. Donc, pour moi, l'égalité des chances, ce serait vraiment d'adapter les ressources de un, mais aussi les interventions aux besoins spécifiques des régions et des MRC pour vraiment appuyer avec des données récentes là, la réussite éducative des jeunes. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. On va passer à des questions du chat. Une première question, je vais les voir dans l'ordre. Première question c'est sur les données spécifiques. Alors, la question est la suivante. Le ministère de l'Éducation a sorti quelques chiffres sur les disparités de diplomation entre les parcours réguliers et les projets particuliers au secondaire. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, considérant que dans plusieurs régions, il n'y a pas ou peu de projets particuliers? En effet, il me semble que c'est relativement récent, là, des données dans le tableau de bord du ministère de l'Éducation sur les projets particuliers. Il y a, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de données réparties là, sur les régions. Qu'est-ce qu'on en sait des projets particuliers en région? Qui aimerait se prononcer? Oui, Michael? Oui, ben, nous, dans notre projet pilote montréalais, on évalue justement la transition vers le cégep ou vers la formation professionnelle des jeunes finissants qui sont au régulier versus ceux qui sont dans un programme particulier, un programme enrichi. Puis effectivement, il y a des disparités importantes. Maintenant, comment ça se décline dans les autres régions du Québec, je ne le sais pas. C'est un enjeu un peu d'avoir des informations globales. On dit, OK, ben, c'est bien d'avoir un guide, de savoir qu'au Québec, il y a des nuances, il y a des problématiques. Mais après ça, quand on veut favoriser les interventions, ben, ça nous prend un peu plus un regard un peu plus régional. C'est certain qu'on peut travailler étroitement avec nos milieux scolaires qui, eux, ont une part d'information, mais souvent, ils vont savoir ce qui se passe jusqu'à la fin de leur sanction. Une fois qu'ils ont remis la sanction, est-ce que les jeunes poursuivent? C'est quoi les enjeux qui suivent cette sanction-là? Ben, ils n'ont pas l'information. Donc, c'est pour ça aussi qu'on mène des travaux sur la transition, qu'il faut être un peu plus inclusif dans nos études parce que justement, sinon, chacun a ses propres données, puis les données vont rester beaucoup à l'interne. Donc, si on veut partager ça, Annabelle le mentionnait, Catherine aussi, c'est pas seulement le milieu scolaire qui peut jouer un rôle, c'est les politiques publiques, c'est les parents qui peuvent se mobiliser. Il y a plein d'acteurs qui peuvent travailler sur ces problématiques-là. Ben, si les données restent dans nos centres de services scolaires ou dans nos ministères, ben, on manque de levier pour travailler sur ces problématiques-là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, ouvrons nos cartes un peu, ouvrons nos données, partageons-les, puis essayons d'avoir des données plus locales quand c'est possible. Ce qui me fait penser un peu on parle beaucoup d'écoles à 3 vitesses, privé, public régulier, public enrichi. Est-ce que l'école à 3 vitesses au Québec est en fait correspond à certaines régions? L'école à 2 vitesses, public, privé, certaines autres régions, et l'école à 1 vitesse ou presque à d'autres régions encore. Est-ce qu'il y a des disparités de ce genre-là où on ne peut pas parler d'école à 3 vitesses mur à mur? Oui, ben oui, je pense que oui. Là, je l'ai mentionné rapidement tantôt, la disponibilité, l'accessibilité du réseau privé n'est pas égale partout sur le territoire. Donc, nous, on a comme un système à 2 vitesses et demie, je dirais, là, parce que, bon, on a du privé, mais juste dans un secteur. Donc, oui, des fois, c'est la compétition entre public régulier, public enrichi, versus dans d'autres régions, là, on a vraiment le 3 vitesses. Là. Je pense qu'il y a des disparités à ce niveau-là. Michael? J'ai eu la chance de faire une présentation dans le cadre des 100 ans de Guy Rocher
sur l'accessibilité aux études supérieures, puis il était très allumé. Puis ce qui est venu nous révéler à ce moment-là, à 100 ans, c'est de dire, dans le rapport parent, ce qu'on souhaitait, nous, c'est d'avoir une école à une seule vitesse. On voulait que le privé soit intégré avec les écoles publiques, mais ça ne faisait pas l'unanimité. Donc, on a dû faire un pas arrière, puis accepter que le public et le privé puissent cohabiter. Mais il dit, s'il y a quelque chose qui est inachevé dans l'œuvre du rapport parent, puis dans ce qui est souhaitable, selon lui, en fait, c'était vraiment ce rapport de force-là à 3 vitesses, puis avec des disparités qu'on observe. Je sais qu'il y a l'école ensemble qui travaille à proposer d'autres modèles, donc il y a des choses qui peuvent se faire, mais premièrement, c'est ça, d'un point de vue territorial, oui, il y a des disparités importantes, mais est-ce qu'on doit accepter ces disparités-là? Est-ce qu'on a un poids? Est-ce qu'on peut faire autrement que le modèle actuel? Je pense que la question doit se poser. Merci, Michael. Annabelle, puis ensuite Xavier. Je vais appuyer sur les disparités en fait au niveau du territoire. Ça se voit. Nous, on voit quand je parlais tout à l'heure des disparités de développement, par exemple en Chaudière-Appalaches, que le bord du fleuve ou les cours d'eau sont plus développés que d'autres endroits. C'est aussi valable. On va retrouver quelques écoles privées en fait, mais qui sont dans plutôt les centres urbains. Nous, on n'est pas très loin de la région de la capitale nationale. Donc, pour les gens qui vivent pas très loin de la région de la capitale nationale, je le sais, la capitale nationale draine aussi certains enfants de Chaudière-Appalaches, viennent les chercher pour certaines écoles privées, en fait, des transports scolaires. Voilà, donc il y a ces inégalités effectivement qui perdurent. Puis il y a des endroits en Chaudière-Appalaches où il n'y a même pas d'offre en fait d'écoles privées. Donc l'inégalité est vraiment en fait comme disait Catherine, dans un même dans des régions différentes, il y a une inégalité par rapport à la concentration des gens, puis l'offre qu'il pourrait y avoir entre la région de Montréal, Québec ou des régions plus rurales, mais à l'intérieur même, effectivement, en fait, entre les zones urbaines et les régions plus rurales, une grande disparité qui va forcément, qui peut impacter, effectivement. Et comme le disait Michael, je pense qu'effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Pardon. Oui. Merci, Annabelle. Xavier? D'abord, je crois que pour cet enjeu-là de l'école à 3 vitesses en région, du côté des chercheurs, ça reste peu étudié. On a beaucoup étudié l'impact de l'école à 3 vitesses sur l'accès au collégial à l'université dans la région de Montréal, là, où l'offre privée est très développée, puis l'offre des programmes pédagogiques particuliers aussi est très développée. Je pense que ça mérite, il y aura un besoin de s'attarder un peu plus à l'expérience de régions où l'offre éducative est moins différenciée, parce que ce que ça veut dire, c'est que dans beaucoup de cas, pour les programmes pédagogiques particuliers, pour le privé, il y a une sélection, soit au niveau des frais de scolarité pour le privé, mais même il y a des frais associés à certains programmes pédagogiques particuliers qui peuvent être prohibitifs pour certains parents, mais aussi sélection sur les résultats. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une région où il y a une plus grande intégration des élèves de différents niveaux de revenus, de différents niveaux de performance scolaire dans les mêmes écoles? C'est une question, à mon avis, qui a pas reçu assez d'attention. Puis on apprend beaucoup de régions qui ont différentes structures dans leur offre scolaire au secondaire, notamment au niveau des programmes pédagogiques particuliers privés. Pour répondre à ça, en fait, je voulais quand même mentionner un projet en cours de Véronique Grenier, qui est une des autres autrices du bulletin, qui n'est pas parmi les panélistes, où elle est en train de mener une cartographie de l'offre scolaire au secondaire à travers l'ensemble des régions du Québec à un niveau très, très, très désagrégé, ce qui va permettre de faire des analyses sur... on a déjà certains résultats préliminaires là, qui suggèrent que dans les régions rurales plus éloignées, l'accessibilité à des programmes pédagogiques particuliers comme art-études, sport-études, notamment, est très, très, très différente. C'est pas nécessairement surprenant, mais beaucoup, beaucoup plus faible que dans des régions, même rurales, périphériques à des centres urbains, à certains centres urbains. Et donc, on est très hâte là, de compléter ce projet-là. On n'est pas encore rendu à la diffusion des résultats, mais ça va s'en venir dans les prochains mois, puis on espère pouvoir contribuer au débat à travers ce projet-là.
Merci, Xavier. Une question, une question qui touche les données. Est-ce que le regroupement proposé, Région de Montréal, Capitale-Nationale, mix et éloigné, reste pertinent pour tous les indicateurs? Quelle correspondance entre ce découpage-là et celui des RMR, AR et rural? Ça, peut-être que je peux répondre, étant donné que Oui. c'était en particulier une différence qui était pour les indicateurs au poste secondaire. La plupart des données qui sont diffusées par différents ministères là, sont au niveau des régions administratives, puis dans certains cas des MRC, là, comme on a pu le voir dans les différentes présentations. Et donc, c'est important pour la comparaison des résultats, aussi parce que, évidemment, les acteurs et actrices de différentes régions veulent des résultats qui sont propres à leur région, de diffuser ces informations-là au niveau des régions administratives, puis après ça, d'en faire des regroupements, évidemment, parce que certaines régions ont des caractéristiques particulières, comme leur éloignement. Donc, le regroupement par région reste très important. Ensuite, on voulait compléter ça avec les distinctions en fonction du statut urbain ou rural, là, donc les RMR, AR et rural, parce que même au sein de certaines régions, c'est un peu la dernière diapo de résultats que j'ai présentée, par exemple en Outaouais, on a Gatineau, qui fait partie de la région métropolitaine de Ottawa-Gatineau, qui est une des plus grandes villes du pays, mais qui coexiste avec des régions beaucoup plus rurales, comme la vallée de la Gatineau, où il n'y a même aucun cégep. Et donc, on voulait regrouper, avoir des résultats sur l'ensemble des régions qui peuvent être considérées comme rurales. Et donc, ce découpage-là complémentaire restait important pour nous. À ce niveau-là. Donc c'est vraiment, ça se veut comme deux lentilles complémentaires. Éventuellement, si on est en mesure de faire des analyses plus désagrégées par MRC pour certains des enjeux ou en distinguant entre les régions rurales et urbaines d'une même région administrative, ça va nous permettre de continuer à avoir des résultats encore plus pertinents là, pour les acteurs régionaux qui ont vraiment besoin de ce genre de données-là. Merci, Xavier. Michael? Je répondrai peut-être à une partie de la question. On nous demande est-ce que c'est pertinent pour tous les indicateurs? Puis moi, je serais curieux de voir peut-être d'autres indicateurs qui n'ont pas été traités sur cet angle-là. Mais effectivement, quand on est dans une région qui partage plusieurs réalités, dire OK, attention, c'est pas toute la région qui a cette couleur-là. Il y a vraiment des enjeux particuliers dans certaines zones. Donc, je pense que Catherine et Annabelle l'ont bien mentionné. Quand on est un acteur de la région, on est très conscient du contexte régional, des disparités qu'il y a au sein de notre région. Donc, d'avoir ce découpage-là sur d'autres indicateurs, je pense que ça serait une piste intéressante pour la suite. Merci, Michael. Une question intéressante sur l'impact d'organismes communautaires qui travaillent en réussite éducative et connaître un peu leur répartition en région, où ça a un impact, si ça se perçoit dans les données. En fait, la question, pour être plus précis, avez-vous pensé à regarder la présence ou l'absence d'organismes communautaires œuvrant en réussite éducative sur les territoires? La coalition Interjeunes a montré que ces organismes ont des effets positifs pour les jeunes qui les fréquentent et je pense que ce serait intéressant de voir si à l'échelle des territoires, leur présence amène des variations dans les données. Quelqu'un veut cela? Oui, Michael et ensuite Catherine. Oui. C'est une question qu'on se fait poser. C'est une question d'intérêt, je pense, pour plusieurs acteurs, de dire, tout l'écosystème qui travaille à la réussite éducative, à quel point ils amènent de l'eau au moulin, à quel point ils font une différence. Puis c'est pas quelque chose qui est facile à mesurer, qui est facile à dire, il y en a plus, donc il y a plus d'effets. Mais c'est un mandat, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place avec Regard 360, de dire, on va essayer de mesurer les effets de la mobilisation, de la concertation de différents acteurs autour de ces questions-là. Donc, du qualitatif, nécessairement. Est-ce qu'on est capable de trouver quelques grands indicateurs qui seraient disponibles d'un territoire à l'autre? Toute la réflexion autour de ça, on y travaille là, dans la prochaine année. C'est vraiment un projet qu'on aimerait mener. Catherine? Oui, c'est ça. En fait, le PREL, on collabore avec Michael de ce côté-là. Fait que je pense que la question, elle devance un peu les actions qu'on veut mettre en place prochainement. Michael l'a nommé, c'est vraiment quelque chose de difficile à mesurer. Puis là, c'est ça, on est comme en train de structurer comment on fait pour savoir
l'impact qu'on a, tout ça. Donc, je pense qu'il y a différentes mesures à prendre. ECOP va en prendre une partie. Je pense que les organismes aussi, de notre côté, en tout cas, on va essayer de mettre quelque chose en place, de structurer pour voir c'est quoi réellement l'effet à court, moyen, long terme. Donc, c'est quelque chose en développement. Mais j'avoue que je pense qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose par rapport à ces données-là. Là. Merci. Annabelle? Mais en fait, il n'y a pas grand-chose sur les données, puis je suis d'accord avec Michael et Catherine, puis c'est compliqué de l'évaluer en fait, parce qu'il y a quand même, c'est multifactoriel, multi-acteurs, multi-actions, isoler en fait l'effet d'un ou des organismes. Par contre, on sait quand même que dans la littérature, le fait d'avoir un territoire dans lequel il y a du support, même on le sait dans les milieux défavorisés, des environnements dans lesquels il y a un filet social autour, où il y a des organismes qui vont venir en fait peut-être du mentorat, du tutorat pour les jeunes, de soutenir les familles, des accès à certaines ressources en fait, même pour les parents, pour venir peut-être décharger ou en tout cas être en communauté. On sait que c'est quand même, même si on n'a pas de données chiffrées, on sait quand même que c'est des éléments qui favorisent la réussite éducative des jeunes et ceux dès le plus jeune âge en fait. Puis on sait aussi, en tout cas, on sait aussi que quand il y a des actions qui sont menées, quand les jeunes sont tout petits, dès qu'on peut intervenir ou qu'il y a en fait ce filet social autour, ces organismes qui sont présents dès le plus jeune âge, ça a un effet positif. Il y a aussi des choses qui sont faites sur la présence d'adultes signifiants autour des jeunes qui vont impacter aussi leur réussite éducative. Donc, même s'il n'y a pas de données, je dirais, chiffrées, des données en fait qualitatives, des données de si le jeune vit dans un milieu avec un environnement qu'il est capable avec des ressources que lui-même va être capable de mobiliser, c'est porteur pour sa réussite éducative. Voilà. Merci Annabelle. Xavier? Donc, je pense que ce qu'Annabelle mentionne sur l'importance aussi là, des évaluations qualitatives, de l'impact de différentes interventions est vraiment important. Ça permet de mettre en lumière des choses que les chiffres vont presque jamais être capables de mettre en lumière. Un autre élément, un autre point de réflexion, je pense, qui est important de mettre de l'avant, c'est de réfléchir à la manière dont, dès la mise en place d'un programme, d'une intervention, on peut emmener l'évaluation. C'est particulièrement important. Puis là, ça demande de réfléchir avant la mise en place d'un programme, comment on peut faire ça. Est-ce qu'on peut trouver, par exemple, des groupes de comparaison, des jeunes qui ne vont pas bénéficier du programme, mais qui sont comparables? Ça demande un financement, ça demande l'implication de personnes qui ont cette compétence-là en évaluation de politique publique, mais ça peut donner des résultats extrêmement intéressants. Là. Il y a un programme au Nouveau-Brunswick, Future to Discover, qui vise à favoriser la participation des jeunes aux études postsecondaires à travers des programmes d'orientation et qui a fait l'objet d'une évaluation systématique où on a vraiment pu isoler l'impact causal de ce programme-là sur les trajectoires d'accès. Puis c'est un truc un peu contre-intuitif où il y avait un volet financier, mais certaines des personnes ne recevaient pas du tout d'aide financière, mais recevaient plus des conseils au niveau de leur orientation pour leur planification de carrière. Et les évaluations ont trouvé un impact vraiment important de ces programmes-là, de ces interventions-là qui restaient relativement simples, quelques ateliers auprès des jeunes. Et donc, et les études ensuite qui ont porté sur ce programme-là ont vraiment pu mettre de l'avant un peu l'impact de ce programme-là, puis un peu la manière dont ce programme-là a pu impacter les jeunes. Et donc, je trouve que c'est important, dans certains cas, quand c'est possible de le faire, ça peut être pertinent d'allouer des moyens pour, dès le début, intégrer un volet évaluation à certains programmes qu'on met en place. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Il est 13h30. Je voudrais remercier nos 4 panélistes, Catherine, Annabelle, Michael et Xavier, pour leurs éclairages. Je suis très conscient que l'écoute était exigeante parce qu'il y avait beaucoup de données. Mais je crois quand même qu'on a une bien meilleure idée des enjeux régionaux en éducation. Je veux remercier aussi l'excellente Maëlie qui a assuré les communications et la logistique pour ce webinaire. Remercier Julia aussi et remercier évidemment chaleureusement les participantes et participants et notamment celles et ceux qui ont écrit des commentaires ou posé des questions dans le chat.
C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous invite à suivre les productions et les activités de l'Observatoire québécois des inégalités cet automne. Alors, je vous dis à la prochaine. C'est parfait. Merci beaucoup, François. Merci aux panélistes pour leur participation. C'était un vrai plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont venues écouter notre webinaire. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet dans les prochains jours. Donc, restez connectés pour avoir plus d'informations. Merci à tous et la réunion va se finir maintenant. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.